Merci, merci Tamara de me donner l'occasion de vous faire basculer dans autre chose. On plonge dans les océans. J'aurais pu venir avec un courantomètre plutôt qu'un thermomètre. J'ai réalisé ça. Bon, c'est un peu gros, volumineux. La prochaine fois, j'y penserai, promis. Donc, avant de vous raconter exactement ce dont il s'agit avec ces courantomètres, il faut quand même que je vous raconte un peu d'où je parle. Et donc, je suis directrice de recherche au CNRS, océanographe physicienne de formation. Et mon terrain de jeu, mon bac à sable, ou mon bac à eau, c'est ça. Donc ça, c'est quoi? Vous avez en haut à gauche un schéma qui vous montre la circulation thermohaline. On parle aussi de circulation méridienne moyenne. En orange, c'est des courants en surface qui transportent de l'eau chaude, et en bleu, c'est des courants en profondeur qui transportent plutôt de l'eau froide. Ce schéma, je suis sûre que vous l'avez déjà vu. On parle de tapis roulant des océans, et c'est cet objet qui est associé à des points de bascule. C'est le petit schéma que j'ai inséré. Point de bascule qui montre qu'il y a un système avec un hystérésis, et donc des régimes de transition, et avec un caractère irréversible. Donc une fois qu'on a passé, qu'on est changé d'un attracteur à l'autre, on a du mal à revenir en arrière, ou on ne peut pas le faire du tout. Et en effet, il est fort probable qu'il y ait un point de bascule associé à ce truc que je vais définir dans une seconde, et qui changerait notablement la face du changement climatique. Mais alors, si jamais vous pensiez que c'était pour résoudre le problème du réchauffement global, eh ben non, c'est tout l'inverse, en fait. Avec un point de bascule de la MOC, ce serait encore pire. Mais ça, j'y reviendrai. Donc ce schéma en haut à gauche, il provient d'analyses théoriques, plutôt des géophysiciens d'ailleurs, qui cherchaient en fait pour une période très précise du calendrier de l'âge du climat de la Terre, l'origine d'oscillations. Et tous les autres arguments, en fait, échouaient. Toutes les autres hypothèses ne montraient pas pourquoi le climat avait oscillé à ce moment précis de l'histoire du climat. Et donc ils ont inventé cette théorie. En vrai, ce ne sont pas des courants. Il n'y a pas un courant qui fait cette trajectoire-là. L'analogie du tapis roulant, elle est complètement fausse, en fait. Parce que ce dont on parle là s'appelle la MOC. Vous voyez en haut à droite la définition. C'est en fait juste un calcul mathématique qui fait l'intégrale des courants marins. Donc c'est le petit v. Les courants, c'est les courants dans la direction, on va dire, du sud au nord ou du nord au sud. On fait l'intégrale de ces courants, c'est les deux formes d'intégrale, de l'ouest à l'est, d'un bassin océanique, et puis de la surface au fond. Donc en fait, on fait la somme de l'effet cumulé de tous les courants océaniques. J'attire votre attention donc sur le fait que le orange, c'est pas un courant, d'accord? En fait, c'est juste un truc qu'on a imaginé pour représenter quoi? Représenter l'effet du climat, l'effet de l'océan sur le climat. Et ça, c'est le panneau du milieu. Oh, alors là, il faut que vous ayez une super mémoire visuelle. Bon, c'est bon, il revient. C'est le panneau du milieu qui nous montre l'effet de l'océan sur le climat. Sur ce panneau du milieu, vous avez en couleur la température de surface. Sans surprise, près de l'équateur, l'eau est chaude, c'est normal, il y a beaucoup d'énergie solaire qui arrive. Et sans surprise, près des pôles, il fait froid. Et c'est normal, parce qu'en fait, il y a peu d'énergie solaire qui arrive. Mais comme la Terre radie à peu près avec la même intensité toutes les latitudes vers l'espace, eh bien en fait, on a un déséquilibre dans le bilan radiatif de la Terre. Autrement dit, les zones équatoriales sont tout le temps en train de capter de la chaleur, et les zones polaires sont tout le temps en train de perdre de la chaleur. Et pour arriver à un climat stationnaire, il faut qu'il y ait des choses qui transportent l'excédent de chaleur perçu à l'équateur vers les pôles. Et ça, c'est les courants marins, dont par exemple le Gulf Stream. Mais il n'y a pas que le Gulf Stream qui fait ça, il y en a aussi un dans le Pacifique qui s'appelle le Kuroshio, il y a aussi le courant des aiguilles, il y a le courant est-australien, etc. Ce qui est important de retenir dans cette figure du milieu, c'est que les couleurs, c'est les observations, la température de surface, et les courants que j'ai indiqués avec les flèches là, alors j'ai repris le code couleur. En rouge, c'est les courants en surface, en bleu, c'est les courants en profondeur. Ça, c'est ce qu'on connaît encore de théorie des grands courants de l'océan. C'est-à-dire qu'il y a des histoires de patterns, des vents qui soufflent d'est en ouest, d'ouest en est, et ça fait des histoires de différentiel de pression à la surface, et ça fait des gyres. Et en fait, les premiers courants dans l'océan, ce sont ces gyres. Et vous en avez entendu parler quand, par exemple, on parle des gyres de... Vous avez le 7e continent avec le plastique qui s'accumule au milieu des gyres. Ben, c'est ça, c'est parce qu'au milieu de cette grande gyre orange, là, eh bien, on a une concentration vers le milieu, et donc c'est là où se concentrent les déchets plastiques. Bref, les gyres dans l'océan, c'est ça, les courants océaniques. Mais on ne les voit pas encore. Parce qu'en fait, quand on regarde les courants, on voit la figure en bas à droite. Là, c'est un instantané des vrais courants. Et là, tout d'un coup, on voit arriver le Gulf Stream. C'est ce petit bidule-là, juste ici, voilà, hop, ici, le long de la Floride. Alors, si jamais vous aviez dans l'idée, comme dans vos livres scolaires, que le Gulf Stream, il fait... et il traverse tout jusqu'en Bretagne, ça, c'est faux.
Ça marche pas du tout, en fait. C'est vraiment une image, une conception qu'on a eue qui est complètement erronée. En fait, le Gulf Stream, il quitte la côte ici, et puis il se casse en plein de tourbillons. Parce qu'en vrai, quand on regarde l'océan, tout ce qu'on voit, c'est des petits tourbillons. Bon, voilà, ça c'est mon bac à sable, mon bac à eau. C'est hyper excitant parce qu'on voit des choses qui sont très différentes selon comment on regarde. Si on regarde des vraies observations des courants, en bas à droite, si on fait attention à des observations plutôt de température à la surface et qu'on réfléchit un peu d'un point de vue théorique, parce que l'océan c'est un fluide, la mécanique des fluides, on connaît ça depuis longtemps, on a les équations, pof, on peut soit les résoudre numériquement, soit les résoudre d'ailleurs à la main sur le tableau. On obtient ces patterns au milieu, et puis en haut à gauche, c'est plutôt ce que nous disent des observations indirectes du climat. Bon, bah, tout ça, en fait, ne dit pas la même chose, ne donne pas la même chose. Mais tout ça, c'est la MOC. Tout ça, c'est juste des façons différentes de parler de la même chose, qui est la circulation dans l'océan, son effet sur le climat, et le fait que, en effet, on a un système qui va transitionner, on ne sait pas trop quand, mais qui subit l'effet du réchauffement climatique, qui est en train de changer, peut-être, mais en fait on n'est pas trop encore sûr s'il est en train de changer ou s'il va bientôt changer, et qui dans tous les cas, dans le futur, aura un impact fort sur le changement climatique, et ça ne va pas dans le bon sens. Comment est-ce qu'on sait pourquoi il change pas? En fait, fort heureusement, on a des observations qui sont le long de la ligne, en bas à droite. Les observations d'un programme RAPID, qui est vraiment l'objet dont Tamara m'a demandé de vous parler ce matin. RAPID, c'est un programme qui dure depuis 2004. 2004, si vous vous souvenez, c'est la sortie d'un blockbuster américain qui s'est appelé Le jour d'après. Et en fait, il y a une séquence qui est assez rigolote ici, qui en plus me fait écho avec ma propre histoire, donc je suis désolée, je vais vous en parler encore un peu de mon histoire à moi. Je commence ma thèse en 2003. Et je commence ma thèse sur ces objets-là. Et là sort en fait un article scientifique qui fait grand bruit, qui recompose l'histoire de ce truc, d'accord, la MOC, que je vous ai définie, donc il y a une construction mathématique, hein, c'est pas un courant, mais qui, comme ça synthétise tout l'effet de l'océan pour le climat, on a quand même envie de le mesurer, de le quantifier. Donc l'article sort et dit « Oh là là, c'est en train de s'effondrer. Attention, une prochaine ère glaciaire arrive. » Et en effet, pour rappel, le schéma en haut à gauche, ça nous donne des transitions glaciaires-interglaciaires. Quand la MOC est forte, on est dans un climat interglaciaire chaud. Quand la MOC est froide, on est dans un climat glaciaire froid. D'accord? Et du coup, le blockbuster américain, pardon, je finis sur l'article. L'article montre 3 points, et les 3 points, toc, toc, toc. D'accord? Avec un axe des temps, grosso modo. Et du coup, ah ben voilà, les 3 mesures dans le passé, sur un recul d'à peu près 50 ans, on a réussi à reconstruire 3 mesures. Bah, la MOC s'effondre, ça y est, c'est l'ère glaciaire qui arrive, paf, Hollywood s'en empare, gros succès. J'insiste beaucoup sur le fait que l'article a été démenti, qu'il n'y avait aucun fondement, que tout ce qui était dans l'article, dans le film, était faux. TF1 l'a encore programmé il y a moins d'1 an, un dimanche soir à 20h30. Je reviendrai sur cet aspect de la communication. Tout à l'heure, c'était quoi l'expression? Dans les médias marginaux. Alors, peut-être on peut considérer que TF1 est marginal. Je pense que ça dépend de quelle partie de la population on parle. Donc ça, c'est l'histoire. Et donc 2004, tout ça commence en même temps que ce programme RAPID arrive. Et là, je vous continue vite l'histoire. Alors, c'est compliqué de mesurer, parce que vous avez vu, c'est une construction mathématique, c'est pas un courant qu'il faut mesurer. Il faut regarder partout, de l'ouest à l'est. Donc la communauté scientifique se met d'accord sur la latitude, 26 degrés nord, 26,5 degrés nord, et on met des courantomètres pour mesurer l'intensité des courants, pour avoir tout le flux qui passe au travers, partout. Alors, pas exactement partout, parce qu'au milieu de nulle part, c'est-à-dire au-dessus des plaines abyssales, on sait qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc ça, on se l'évite, ça fait un peu moins à faire. Mais vous voyez ici, chaque petite ligne, c'est un instrument qui est dans l'eau, qui mesure le courant en permanence, en continu. Et il y en a là, tout ici, il y en a un peu au milieu, parce que là, il y a des pentes, il faut regarder, et puis il y en a encore sur le bord-est. Et ça nous donne une mesure en continu de la MOC. Tadam! Qu'est-ce qui se passe au bout d'1 an? On se rend compte que la MOC passe par des phases on et off, toutes les semaines. Et que tous les mois, on ne sait pas prédire, parce que ça change vraiment beaucoup, et tous les ans, pareil. Et les fameux 3 points là, qu'on dit ça se casse la figure, c'est juste parce que c'était pris à 3 saisons différentes, à 3 semaines différentes, et donc il n'y avait absolument rien à en dire. C'était juste un processus complètement aléatoire, qu'on a échantillonné complètement au hasard. Et là, pas de bol, c'était aligné, ça diminuait, et voilà, la MOC est en train de collapser. Évidemment, depuis, il y a eu des démentis sur l'article dans Science. « Ah là là, désolé, on est allé trop vite, etc. » Et l'auteur même de l'article, pour en avoir parlé avec lui, était vraiment désolé de cette confusion. On oublie les blockbusters, maintenant on a ce programme qui est dans l'eau, depuis 2004. 2004, on est à 2027, on a 20 ans de données. 20 ans, c'est la brique de base quand on veut parler du climat. Du coup,
on ne sait pas trop quoi en dire encore. Il faut surtout que ce programme continue d'exister. Et c'est là qu'on en vient. Alors, le premier programme s'appelle Rapid. Et le petit logo, je l'ai repris ici, ça fait très années 90. Voilà, c'est ça, c'était le début des années 2000. Et puis en 2008, fin des financements, donc un peu avant, on va chercher d'autres financements. On cherche à financer Rapid 2. Voilà, déjà ça ne marche pas parce qu'en fait Rapid 2 c'est pas vendeur. Donc on le change de nom, on fait Rapid Watch. Ok, 2008 à 2014. Et puis ensuite on cherche à faire Rapid 3. Ah oui mais Rapid 3 non, on a dit on ne faisait pas les numéros. Ah d'accord, ok, mais on fait toujours la même chose? Oui, mais non, mais pas les numéros. Ah ok, donc on fait autre chose en plus. Ah bah d'accord, alors dans ces cas-là peut-être. Bref, Rapid AMOC, Rapid Évolution, chaque fois qu'on a dû renouveler ce programme pour mesurer la même chose, il a fallu changer de nom, trouver d'autres choses de plus parce que les financeurs ne voulaient pas. Alors, de quels financeurs je parle ici? Je vous rassure tout de suite, j'ai assuré mes arrières, ça n'est pas la France qui finance ça, donc je ne suis pas en train de critiquer les institutions françaises. C'est essentiellement le Royaume-Uni et les Américains qui financent ce programme Rapid, qui, pendant les 3 premières sessions, appelaient ça un programme thématique, mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte quand même que ce n'était pas du tout un truc qu'il fallait réévaluer à chaque fois, que ça devait être financé par National Capability, donc un truc un peu structurel. Oui, mais ça non plus, ça passait pas. Du coup, en fait, à chaque fois, ils sont allés chercher les rapports de la communauté scientifique qui a démontré l'utilité. J'ai recompté tout à l'heure rapidement, on en est à plus de 400 publications scientifiques des gens qui font partie du programme, qui montrent l'utilité de ces données. Eh bien non, ça ne suffit pas pour être sûr qu'ils peuvent être financés. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines situations où donc, ces instruments, quand on les met dans l'eau, on les laisse dans l'eau pendant un certain temps, et puis ensuite on vient les récupérer et les remplacer. Bon, bah, il est avéré, à certaines instances, qu'ils ont déployé sans être sûrs d'avoir l'argent pour aller récupérer les instruments. Ce qui est quand même un tout petit peu stressant, parce que chaque instrument a son budget de 100 000 €, donc on l'a mis dans l'eau, et on ne sait pas quand on va retourner le chercher. Pour les scientifiques, ce n'est pas quelque chose de très sympa. Il s'est passé aussi à un autre moment où on leur a dit alors en fait non, vous n'irez pas les récupérer au bout d'1 an, mais vous allez les récupérer au bout de 18 mois. Mais là, les batteries, et là, les cartes mémoire pour enregistrer les données, ça ne marchait pas. Donc en fait, la série temporelle, elle est entachée de plein de trous, tout le temps. Et puis on leur a dit aussi, non mais il faut toujours réduire en fait le coût de ce programme d'observation, parce qu'on ne peut pas juste financer pour financer, c'est pas parce que c'est la suite qu'on peut financer. Donc en fait, on a enlevé des instruments. Donc on a perdu aussi en qualité pour la reconstruction de cet objet. Évidemment, il y avait des partenariats entre les États-Unis et le Royaume-Uni qui se parlaient, mais il y avait un petit jeu de ping-pong, parce que les Américains disaient « nous on paye si les Anglais payent », et les Anglais disaient « nous on paye si les Américains payent ». Donc ça, en fait, les collègues scientifiques n'ont pas arrêté de faire des allers-retours, de perdre un temps sacrément précieux, tout ça en même temps que la communauté scientifique plébiscitait. J'étais au tout départ de la mise en place de ce programme, et j'étais du côté des Américains. Et à ce moment-là, ce qu'on disait chez les scientifiques, c'était que la localisation était peut-être pas très bien choisie. Mais une fois qu'on avait commencé, la pire des choses serait d'arrêter. Parce qu'en fait, on n'en a pas d'autres, des mesures comme ça en continu, des courants dans l'océan, et du rôle de l'océan sur le changement climatique. Donc ça, c'est le premier volet sur lequel je voulais insister avec cet exemple, c'est les difficultés récurrentes de financement d'un programme de recherche qui montrent des biais structurels, pour moi, dans nos institutions et dans le fonctionnement de la recherche. Ce qui m'amène à un deuxième point sur les enjeux. Donc, je vous ai mentionné rapidement la discontinuité des séries temporelles, la perte de qualité. J'aimerais insister un tout petit peu sur ce qu'on est en train de mesurer ici. On est en train de mesurer l'éventuelle signature du changement climatique sur le rôle de l'océan comme un super thermostat du climat. D'accord ? Je pense que vous vous rendez compte, je ne vais pas arriver avec des quantifications ici, mais vous vous rendez compte combien la précision de la mesure, la précision, la continuité de cette précision est importante. Récemment, on a sorti un nouvel article qui montrait qu'il y avait une calibration qui avait été faite sur des données mesurées au début des années 2000, qui devait être révisée, parce que les outils qu'on utilisait, les instruments, étaient sensibles à la géomagnétique terrestre, qui, elle, avait changé, et donc il fallait incorporer ce truc-là. Résultat, le correctif fait que quelque chose qui semblait avoir une pente décroissante, autrement dit une vraie diminution de la MOC, en fait n'en est pas un. Finalement, c'est stable. L'article est sorti en 2024 sur des mesures qui datent de l'année 2000. Ça nous illustre le temps de processing qu'il faut, et c'est pas parce qu'on n'est pas bon, peut-être on n'est pas très bon, mais ça montre la complexité, la difficulté. On est sur des instruments de mesure qui mesurent un signal qui est dans la limite de leur précision.
Et c'est pas parce qu'on ne peut pas se payer mieux, c'est parce que c'est les meilleurs instruments qu'on peut faire. Et après, je vous ai mentionné aussi les difficultés de financement. Un autre enjeu aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on a demandé le financement de la suite du programme, on nous a demandé d'être innovant. Mais alors précisément, quand on est innovant, qu'on change les capteurs, comment on fait la continuité? Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut être conservateur. Je suis juste en train de dire, attention, qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? L'innovation, oui, d'accord, avoir des batteries plus efficaces, etc., pouvoir laisser les instruments plus longtemps dans l'eau, pourquoi pas? Avoir des instruments qui ne dérivent plus, ce serait super. Mais attention à la continuité. Là, l'idée, c'est la continuité. J'en viens au troisième point, qui, pour moi, est le plus important. C'est finalement le volet épistémologique. Quelles sciences devons-nous faire et quelles sciences pouvons-nous faire? Finalement, ce programme-là, ici, ils ont réussi à le faire financer comme le Blue Skies Research, c'est-à-dire la recherche fondamentale sans application. Et c'est le cas, c'est exactement ça. Mais s'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas d'effet waouh, sauf continuer la courbe. Donc ça ne marche pas. On a dit oui, mais c'est de l'infrastructure. Attendez, infrastructure, ça veut dire que c'est le public qui doit payer, d'accord. Mais on sait très bien que la recherche publique est de moins en moins financée, et ça, de part et d'autre. Par exemple, un sujet précis, c'est comment traite-t-on des incertitudes sur ces mesures? On en parle ou on n'en parle pas? On met l'accent sur le signal, sur les résultats nouveaux obtenus, ou on met l'accent sur combien on se rend compte qu'on est en train de mesurer du bruit, et donc que les incertitudes sont grandes et qu'on ne sait pas quoi en dire? Et bien en vrai, dans des pays comme l'Allemagne, la recherche publique est financée par des fondations. Et la fondation veut qu'il y ait de l'affichage, qu'il y ait des articles dans des revues à fort impact. Et pour ça, il faut faire de la communication. Et il faut designer même, je ne dis pas qu'on fait du mensonge, il faut designer le projet scientifique pour qu'à la fin, il leur sorte un journal à fort impact. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas des observations, on fait des modèles statistiques qui se basent sur les 3 premiers points dont je vous parlais avant, d'accord? Pas ça, surtout. Et là, on dit, ah, mais la MOC, en fait, elle décline déjà depuis au moins 50 ans. Et ça a alimenté les journaux et les articles que vous avez vus, qui ont dit, et puis en plus, maintenant, avec la statistique, on sait que ça va augmenter les épisodes froids en hiver. Et vous avez vu ça sur France Télévisions il y a 3 semaines. Alors, c'est peut-être encore un média marginal. Moi, je pense que là, on commence à taper dans le dur. Et là, on nous dit, on alimente le discours commun comme, regardez les nouveaux résultats des derniers projets, ils nous montrent que la MOC s'effondre déjà, et que c'est ça qui fait qu'on a eu froid il y a 3 semaines. Moi, je suis perdue. Je suis perdue parce que les OPS montrent que ça ne s'effondre pas. Et par contre, on a du mal à financer les OPS. Alors, je ne veux pas du tout jeter la pierre à mes collègues qui ont besoin d'aller chercher ces ficelles de modèles statistiques qui, en tant que tels, sont super intéressants. Moi, c'est ma passion, en fait, de travailler sur ce sujet. Selon l'outil qu'on utilise, on a des choses différentes. Waouh, génial! Mais attention, le message qu'on en retient, c'est lequel? On communique sur quoi? Parce que le modèle statistique qui dit que la MOC s'effondre déjà depuis 50 ans et que peut-être, ah oui, il y avait ça aussi l'été dernier, le point de bascule pourrait être franchi dès 2025. Oh, alors celui-là, il était vraiment incroyable. Je ne sais pas combien j'ai eu de coups de fil d'articles de journalistes qui m'ont demandé de commenter. J'ai dit, mais attendez, vous vous rendez compte de l'incertitude de ce système? Ah, alors le modèle vaurien, je dis, non, c'est hyper intéressant, moi j'adore. J'adore la stat, c'est super, vraiment, et j'en fais moi aussi, sincèrement, je ne suis pas du tout ironique là. Mais par contre, il ne faut pas dire qu'on est en train de décrire la vie réelle, les incertitudes intrinsèques de ces projets de recherche. C'est pas en train de parler de ce qui se passe pour de vrai. Et d'ailleurs, je reviens sur l'histoire des hivers froids. J'ai décortiqué l'article mot à mot parce qu'un YouTuber m'a dit « Julie, il faut qu'on en fasse un truc propre ». Et bien en fait, l'article, il est super. Il ne dit pas que les hivers vont être de plus en plus froids, il dit juste que la fréquence des événements extrêmes sera plus forte. Mais l'article dit bien qu'en moyenne, les hivers seront en fait plus chauds parce que c'est le réchauffement climatique qui gagne. Donc en fait, les scientifiques continuent à délivrer une science qui est passée au crible de la revue, et sincèrement, ça fonctionne bien, les articles sont bons. Le problème, c'est la com qu'on en fait. Mais on revient au point de départ. Pourquoi on en fait de la com un peu tapageuse? Pourquoi on met des choses un peu flash? Encore une fois, avec qui on communique quand on fait cette communication? Parce qu'en fait, au sein de la communauté scientifique, il n'y a pas de controverse. Il y a de l'excitation, il y a de l'envie, il y a de l'empressement de trouver des réponses. Mais en fait, au grand public, on ne dit pas ça. Au grand public, on leur dit « Dormez tranquille, braves gens, il y a un changement climatique, mais la MOC va s'effondrer, ça va tout résoudre. » Et c'est ça que nous rapportent, nous, les politiques derrière. Ils nous disent « Attendez, alors nous, on va s'engager dans la transition écologique et environnementale
quand vous, scientifiques, saurez nous dire ce que va faire la MOC. Pardon. En fait, si on veut savoir ce que va faire la MOC, si on l'a regardée, si on l'a mesurée. Moi, c'est des images que je prends pour les politiques, ils me demandent de prévoir le temps qu'il fait demain. Mais si je dois mettre une armada de choses en cours qui me prend plus de temps que juste regarder le temps qu'il fait demain, en fait, si on regardait, si on mesurait, là, on a un outil pour mesurer la MOC, pour la mesurer en temps réel. On sait que chaque année de plus observée nous permet d'aller plus loin dans notre compréhension, d'aller plus loin dans cette quantification des incertitudes. On ne peut pas les réduire encore, on n'a tellement pas compris, mais au moins les quantifier, avoir cette mesure. Et là, en temps réel, on peut voir s'il y a une tendance qui va se dessiner. Alors oui, il faut être patient, on parle du climat. Donc oui, évidemment, il faut aussi baser nos politiques publiques sur les objets théoriques, sur les modélisations. Tout ça, en fait, c'est ce qui est fait dans le rapport du GIEC. Et le rapport du GIEC, qu'est-ce qu'il conclut? Il conclut que la MOC est très very unlikely de s'effondrer dans les prochains 50 à 100 ans, jusqu'à l'horizon 2100. Mais si ça se produit, alors ce sera un événement avec des conséquences tellement majeures et qui sont décrites, qui sont en fait la catastrophe dans la catastrophe du changement climatique, plus d'événements extrêmes, de tempêtes, plus de sécheresse, plus de canicules, plus d'inondations, plus de hausse du niveau de la mer, bref, c'est juste les effets directs du changement climatique en plus. Et ça, c'est les rapports du GIEC qui le disent. Si ça se produit, c'est un événement extrême à tellement haut facteur d'impact qu'on ne peut pas le négliger. Voilà où en est la science. Voilà où en sont les controverses. Moi, je trouve étonnant qu'il y ait autant de débats publics, avec autant de manipulation d'informations, peut-être on pourrait dire, alors qu'il y a une chose tellement basique qu'on pourrait faire, c'est juste la mesurer. Merci.